Cette plateforme de recherche a vocation à analyser les processus de stockage et d'archivage, de diffusion et de partage, d'exploitation et de valorisation économique des données de la recherche scientifique. Plus précisément, Common Data entend étudier l'évolution de ces processus en contexte. Depuis quelques décennies maintenant, le contexte, c'est celui en particulier de la recherche au projet, mais c'est aussi celui de la révolution numérique, de même que celui tout à la fois de l'open data et des contrats de recherche. Alors ce paysage est animé par des formes de recherche partenariales de plus en plus complexes, à l'interface entre les disciplines et entre la recherche et les mondes non académiques, au sein desquels la question des données de la recherche s'impose de manière de plus en plus forte. Alors, à travers une réflexion théorique et pratique sur le statut juridique des données de la recherche, la plateforme Common Data entend précisément montrer la nécessité de repenser les relations contractuelles en matière de gestion des données scientifiques entre les acteurs de la recherche, les entreprises, les associations et les collectivités territoriales. Alors sur ce, avant de laisser la parole à Agnès Robin, je précise que le propos de nos intervenants sera suivi d'un temps d'interactivité donc avec vous, hein, le public de ce webinaire. Aussi, n'hésitez pas à écrire vos questions et commentaires au fur et à mesure des interventions dans le chat de discussion prévu à cet effet et accessible à côté du lecteur vidéo. Je m'en ferai autant que possible interprète dans la demi-heure de discussion qui suivra le propos de nos intervenants auxquels je cède maintenant la parole après avoir présenté la première d'entre eux. Alors Agnès Robin donc, est l'initiatrice et la coordinatrice de la plateforme Common Data. Agnès est par ailleurs maître de conférence HDR en droit privé à l'Université de Montpellier, où elle exerce son activité de recherche au sein de l'équipe recherche, création immatérielle et droit de l'UMR 5815 Dynamique du droit. Elle est par ailleurs directrice du Master 2 droit de la propriété intellectuelle et TIC, chargée de mission à l'Institut de sciences des données de Montpellier et responsable du DU Scientific Data Management. Agnès, c'est à toi. Je te laisse donc introduire et présenter le format de cette table ronde. Merci Julien. Je vais commencer par effectivement rappeler quelques éléments à propos, comme tu l'as très bien fait Julien, mais rappeler quelques éléments également du projet Common Data et en particulier bien sûr de l'enquête dont nous présentons les résultats aujourd'hui. Grâce à ce webinaire et j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe de la MSH Sud qui assure la coordination technique de ce webinaire. Alors le programme Common Data qui avait été initié effectivement en 2016 a pour objet, comme tu l'as dit, les pratiques de gestion et données de la recherche scientifique et l'analyse en fait qu'on peut en avoir, qu'on peut en faire au plan juridique, que ce soit en théorie, analyse des modèles propriétaires différents et ou en pratique, analyse des figures contractuelles innovantes. Le projet s'appuie sur l'analyse de mécanismes juridiques mobilisés par les institutions de recherche aux fins de remplir la mission de valorisation qui leur est dévolue depuis la loi de programmation de la recherche de 1982. Alors, évidemment, comme tu l'as également rappelé, ce projet s'inscrit dans la politique européenne et nationale de open science, d'ouverture de la science, fondée sur le principe que je rappellerai « open as possible, closed as necessary ». Le programme Common Data, du coup, s'intéresse à ce que les chercheurs font en pratique pour gérer leurs données, justement. Mais il a eu pour objectif de s'inscrire dans une démarche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire et notamment avec une équipe projet qui rassemblait des chercheurs, qui rassemble toujours des chercheurs de plusieurs disciplines comme l'agronomie, l'écologie, la santé, l'informatique, l'électronique des systèmes, la chimie, l'histoire, l'économie, la sociologie, le droit et la linguistique. Ce que je voulais préciser également rapidement, ce sont les actions qui ont été menées au sein du projet Common Data jusqu'à présent. Donc, on a mis en place 6 journées d'études autour du cycle de vie des données, avec une journée d'études consacrée par exemple à la notion de données scientifiques, à la méthode et l'intégrité scientifique à la lumière de l'analyse en big data, le stockage et l'archivage des données scientifiques, le partage et la diffusion, le corpus de données et l'octorialité, et enfin l'exploitation économique des données scientifiques. Donc, tout ça s'est déroulé entre fin 2017 et puis fin 2018.
Nous avons également réalisé des entretiens avec un certain nombre de services de valorisation des établissements et organismes de recherche. Et enfin, cette étude des pratiques que nous vous proposons aujourd'hui de présenter. Il s'agit d'une action de recherche et non de valorisation. Il s'agit d'une enquête pluridisciplinaire, donc comme tu le rappelais tout à l'heure, dans le bassin large montpelliérain. Il s'agit alors également, dans cette enquête, nous avons eu pour objectif, il s'agissait d'obtenir un certain nombre de résultats, évidemment. Et les objectifs étaient les suivants. Si on devait résumer les choses, il s'agissait de documenter les pratiques de gestion par les chercheurs de leurs données, donc c'est-à-dire de voir quels étaient les moyens et outils techniques ou contractuels. Les moyens ici et outils sont entendus au sens large, pas seulement les moyens techniques ou informatiques, mais également les moyens contractuels utilisés par les chercheurs pour gérer au sens large leurs données, et puis de voir un petit peu aussi quels étaient les comportements des chercheurs tels qu'ils pouvaient le déclarer lors de ce questionnaire sur lequel nous reviendrons ensuite quant à sa méthodologie. Il s'agissait également de documenter les conceptions de la relation des chercheurs avec leurs données, c'est-à-dire d'analyser un petit peu la manière dont les chercheurs se positionnaient à l'égard de leurs données, c'est-à-dire de la relation ou du sentiment qu'on a appelé le sentiment de propriété, entre guillemets, des chercheurs à l'égard de leurs données. Et puis, il s'agissait également de documenter la compétence des chercheurs à l'égard des règles de droit. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'incorporer, de savoir comment les normes relatives à la gestion des données étaient éventuellement incorporées dans la pratique et dans le quotidien des chercheurs. Alors je précise immédiatement, parce que c'est une prévention que je dois faire absolument à l'égard de notre enquête, c'est qu'il ne s'agissait en aucun cas ici, évidemment, de vérifier l'observance des chercheurs à l'égard des règles, et notamment des règles qui sont aujourd'hui celles de la science ouverte. Il ne s'agissait pas de vérifier de savoir si les chercheurs observaient des règles plus ou moins écrites, plus ou moins orales. Il ne s'agissait pas de vérifier, encore une fois, l'observance des chercheurs à l'égard de ces normes, qu'elles soient les normes anciennes ou les normes nouvelles, peu importe. Il s'agissait simplement de voir quels étaient, et ça c'était un des points majeurs de cette enquête, quels étaient finalement les degrés de conscience, et au pluriel, volontairement au pluriel, parce qu'il y en avait évidemment plusieurs, le degré de conscience ou les degrés de conscience des chercheurs à l'égard des pratiques, à l'égard de leurs pratiques, c'est-à-dire vérifier si les chercheurs avaient un regard réflexif sur la pratique quant à la gestion de leurs données. C'était ça qui était intéressant, et non pas de savoir si ils observaient, s'ils respectaient des règles, quelles qu'elles soient, soit de valorisation des résultats de la recherche, soit d'ouverture des données scientifiques. D'ailleurs, en aucun cas dans notre enquête, les questions ne portaient sur le sentiment des chercheurs à l'égard de ces règles. Il ne s'agissait pas ici de collecter les opinions qu'ils avaient à l'égard des règles qui s'appliquent aux données de la recherche aujourd'hui. Sachant que, qui plus est, le questionnaire a été conçu à partir de 2016-2017 et que nous n'étions pas encore entrés dans une phase de science ouverte au plan national. Au plan européen, clairement, mais pas encore au plan national, puisque le plan national date de 2018. Donc l'idée n'était absolument pas de vérifier l'opinion et l'observance des chercheurs à l'égard des règles de science ouverte. Voilà. Cette prévention étant faite, eh bien, il me semble maintenant possible de poursuivre et en cédant la parole à mes co-auteurs et collègues
pour poursuivre la présentation des résultats de l'enquête. Alors, je vais immédiatement céder la parole à Philippe Amiel. Philippe Amiel, qui est aujourd'hui déontologue de l'INSERM, qui a été nommé déontologue de l'INSERM. Philippe Amiel est également chercheur associé en sociologie et droit de la santé à l'UMR ESSEV de l'INSERM et Paris, l'Université de Paris. Pardon. Ensuite, pour la présentation des résultats, nous céderons la parole à Francesca Frontini, qui était au moment de l'enquête maître de conférence en linguistique informatique à l'université Paul Valéry Montpellier 3 dans l'UMR Praxilingue et qui aujourd'hui a rejoint le CNRS italien à Pise. Et puis je vous prie d'excuser l'absence de Pierre-Yves Lacour qui ne pouvait se rendre disponible aujourd'hui, mais qui a également procédé à cette enquête. Ah, on me dit qu'il est arrivé, mais c'est magnifique. Parfait, parfait. Donc Pierre-Yves Lacour, qui, quant à lui, donc, est maître de conférence en histoire moderne, spécialiste de l'histoire des sciences à l'université Paul Valéry, Montpellier 3, au laboratoire CRISE. Donc, Philippe Amiel prendra la parole sur la méthodologie, Francesca Frontini et peut-être Pierre-Yves Lacour sur la présentation des résultats. Et quant à moi, je reviendrai conclure sur les résultats de cette enquête. Et puis, enfin, par la suite, nous avons invité à ce webinaire deux discutantes, Madame Anna Svembro ainsi que Madame Eliane Caillou, qui sont toutes deux rattachées au service commun de documentation de l'Université de Limoges et qui ont accepté, et je les en remercie infiniment, de proposer, d'ouvrir une discussion avec nous, puisque elles avaient été, et en particulier je crois Madame Caillou, a été à l'origine d'un article qui était paru sur le site du SCD de l'Université de Limoges. Donc je les en remercie à nouveau et nous leur céderons la parole, bien sûr, à la fin de la présentation. Après la discussion que nous aurons avec Madame Svembro et Madame Caillou, eh bien, nous ouvrirons donc la discussion au public. Voilà. Philippe, bien, je te cède la parole. On va parler de la méthode. Ce n'est pas la chose qui est la plus passionnante dans cette enquête, mais c'est un passage obligé. Alors, moi, je suis sociologue, effectivement, mais je suis aussi juriste, et c'est à ce titre que l'INSERM m'a confié ses missions de déontologue. Et je suis avocat à Paris par ailleurs. La méthode, c'est une méthode qui est assez simple et classique. Il s'agit d'un questionnaire auto-administré en ligne qui garantissait par différentes procédures, autant qu'il est possible, l'anonymat des répondants. Et nous avions identifié et choisi comme critères d'inclusion ou d'exclusion les caractéristiques suivantes. Donc, étaient inclus ou pouvaient être inclus dans la recherche tous les chercheurs, ingénieurs de recherche, qui étaient actifs dans un laboratoire académique dans toutes sortes de disciplines, donc incluant lettres, sciences humaines. Les critères de non-inclusion, le premier assez simple, c'est les chercheurs qui ne manipulent pas de données ne pouvaient pas, et d'ailleurs ne trouvaient pas à répondre au questionnaire, et puis également les chercheurs qui travaillent dans un domaine très particulier qui est celui de la recherche biomédicale avec ses procédures et son régime normatif qui est très spécifique et qui ne paraissait pas devrait être confondu avec les populations de chercheurs que nous visions. Alors, je ne sais pas si je peux avancer de cette manière-là la diapositive. Voilà, merci. Le premier point qui a demandé un travail important et de très intenses discussions, en particulier avec Agnès, c'est la définition de ce que c'est qu'une donnée scientifique au sens où nous l'entendions. Donc on s'est entendu sur la définition suivante. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais la lire. Nous avons identifié comme étant des données scientifiques tous les relevés, enregistrements factuels ou renseignements factuels, notamment les chiffres, les textes, les images, les sons, quel qu'en soit le support, donc audiovisuel, archives, papier, publications, bases de données, plateformes numériques, qui sont utilisés
pour produire les résultats de recherche. Donc voilà la définition très large finalement de ce que nous entendions par données de recherche dans cette enquête. Nous avions également choisi, pour une raison que les sociologues connaissent bien, choisi donc de demander aux chercheurs de se focaliser sur leur dernière recherche pour répondre au questionnaire. Il est beaucoup plus précis et productif, on le sait d'expérience, d'interroger sur l'événement que sur des habitudes qui sont très souvent ouvertes à des reconstructions diverses et qui sont donc moins pertinentes pour le travail empirique. Si je peux avoir la diapositive suivante, je ne sais pas si je peux la manipuler moi-même. Voilà. Donc le questionnaire était un questionnaire assez long. Je crois que l'auto-passation durait environ 3/4 d'heure. Hein. Il s'agissait de 54 questions organisées en 4 grandes parties. Donc je passe sur la partie descriptive du répondant. Donc les 4 parties qui correspondaient en fait aux thématiques de questionnement de l'enquête, hein, sur les pratiques de collecte, sur la gestion et le traitement des données, sur aussi le contexte d'exploitation économique ou non d'ailleurs des données, et puis sur les connaissances et les compétences en droit des données, avec un certain nombre de quiz qui visaient, non pas, comme le rappelait de manière tout à fait précise Agnès tout à l'heure, à évaluer une quelconque observance, hein, on n'est pas là dans une démarche de ce type, mais il était important évidemment de connaître tout de même ce que savent ou croient savoir les personnes interrogées sur la question du droit des données. Et ça nous a d'ailleurs réservé un certain nombre d'informations qui sont des informations saillantes de l'enquête, mais là, je ne vais pas anticiper sur ce que va raconter Francesca. Diapositive suivante. Le plan d'analyse, on ne va pas passer de temps là-dessus, c'est des statistiques descriptives classiques, et puis ces méthodes que vous connaissez peut-être, qu'on appelle les analyses en composantes principales, et qui tentent d'établir un certain nombre de correspondances, de regarder si en fait on peut estimer comme étant causal un certain nombre de paramètres. Là, les paramètres dont nous voulions tester le caractère causal étaient la dépendance et la discipline. Alors, est-ce que ça se passe différemment en lettres et en sciences? Et puis, l'influence de la perspective de l'exploitation économique des données. Donc là, je ne rentre pas dans les résultats qui vont être présentés dans un instant. Je voudrais simplement préciser, parce que c'est de règle, les éléments limitants du protocole d'enquête sur la diapositive suivante. Pardon, j'étais dans les limites avant tout de même de donner ces quelques informations sur la réalisation. Donc l'enquête a été réalisée sur 1 mois, avec un rappel par semaine pour les gens qui avaient à répondre. On a adressé en premier lieu 1500 questionnaires donc dans notre envoi initial, à partir de fichiers qui étaient fournis par des institutions très Languedoc-Roussillon, hein, de scientifiques. On a recueilli 258 réponses. 159 de ces réponses étaient complètes, et étaient également de la part de chercheurs qui répondaient aux critères d'inclusion et d'inclusion. Et donc, on a traité 159, exploité 159 questionnaires pour l'étude. J'en viens, pour conclure, sur les limites de l'étude. Il s'agissait d'une étude à visée essentiellement exploratoire. Donc, on n'a aucun contrôle de la représentativité de la population, de l'échantillon que représente la population qu'on a interrogé, mais c'était d'ailleurs pas le but recherché. Voilà, donc il faut évidemment tenir compte de cela et ne pas monter en généralité à partir de nos résultats de manière trop imprudente. Voilà ce que je voulais dire, et je te repasse la parole, Agnès, et tu vas la repasser, j'imagine, à Francesca, pour rentrer dans le détail maintenant des résultats. Merci Philippe pour ta présentation très claire. Je cède en effet la parole à Francesca qui nous a rejoint, qui était actuellement en Italie et qui donc intervient en visioconférence depuis Pise. Donc un petit aperçu sur les résultats, sachant que évidemment, comme vous peut-être certains parmi vous le savent, il y a une publication qui détaille un peu sur les résultats de cette enquête. Donc, prochaine diapositive.
Voilà, merci. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la population des répondants. Comme vous voyez du premier graphique, nous n'avons pas une population qui est très distribuée de manière homogène sur les disciplines. Nous avons une majorité de répondants en biologie. Les LSHS étaient aussi bien représentés. Mais par contre, d'autres disciplines, en particulier physique, chimie et maths info, sont un peu minoritaires. Une autre chose à remarquer, c'est que nos répondants sont surtout des statutaires. Donc, les non-statutaires, les contractuels, sont vraiment une minorité. Ça pourrait aussi déterminer un biais des résultats. Et il s'agit des personnes qui reportent sur des projets, sur des recherches dans des laboratoires publics avec des financements publics. On a un certain nombre de partenariats de recherche en partenariat privé, mais c'est minoritaire. Donc, pour ce qui concerne les financements, c'est des financements publics à presque 70%. Prochaine diapositive. Et comment est-ce qu'on collecte ces données? Là, c'était des réponses multiples, donc on pouvait répondre plusieurs choses, mais vous voyez, on va de l'utilisation d'appareillages type capteur, à la consultation des bases de données, à la génération des données par ordinateur, comme l'analyse computationnelle, l'observation sur site, la lecture des documentations, questionnaires et enquêtes, fonds d'archives, etc. C'est intéressant qu'une grande partie des répondants déclarent avoir travaillé avec au moins une autre personne. Prochaine diapositive. Donc, on voit bien que, indépendamment des disciplines, la plupart des chercheurs déclarent avoir collecté les données pour une utilisation immédiate. Et donc, l'idée de collecter les données seulement pour une utilisation future n'est pas très répandue, mais normalement, on prévoit aussi une utilisation future, comme on voit de la troisième colonne. Prochaine diapositive. Donc, comment est-ce qu'on stocke, on gère ces données? Donc, là aussi, il y a une prépondérance du stockage individuel, avec un faible recours aux procédures standardisées et aux services institutionnels. En pratique, seulement 28% des répondants ont fait appel à des dispositifs d'entrepôt de données, que ce soit public ou privé. Prochaine diapositive. Aussi, côté standard et interopérabilité, on voit que 2 tiers des répondants n'ont mobilisé aucun standard, norme ou procédure pour l'organisation de leurs données. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Pour ce qui concerne quand ces standards sont utilisés, il s'agit souvent d'usage de standards disciplinaires ou aussi des pratiques définies par le chercheur lui-même dans le cadre de l'enquête, de la recherche. Dans moins d'un cinquième des cas des répondants, a utilisé un protocole d'interopérabilité un peu plus fort, comme par exemple des vocabulaires contrôlés, des ontologies, des références en particulier pour standardiser les vocabulaires des métadonnées. Prochaine diapositive. Donc, ça va sans dire que, voilà, là, on a presque 50% des personnes qui disent ne pas connaître si leur établissement offre des services de stockage ou des plans de gestion des données, et ce qui était un peu aussi évident de ce qu'on avait vu avant. Ensuite, la prochaine diapositive. Donc, la plupart des recherches et des collectes de données se font dans un contexte qui ne prévoit pas une exploitation économique de ces données. Les réponses oui sont juste presque 12%. Et une partie aussi ne sait pas si cette exploitation sera faite ou pas. Mais la plupart, c'est non. Prochaine diapositive. Et donc, ça commence à devenir intéressant quand on demande à qui, selon vous, selon les répondants, appartiennent les données. Et donc, 1/3, presque 33%, a répondu à tout le monde. Et effectivement, là, je pense que Agnès va en parler après, il y a une petite
ambiguïté entre la notion des biens communs et des domaines publics. En fait, certains d'autres, quand même, se rendent compte qu'il y a une propriété de l'établissement à l'égard des données. Donc, on voit que plusieurs réponses impliquent le fait que l'établissement a quelque chose à dire sur ça. Donc, les personnes qui disent à soi-même sont seulement 6%. Ça change un petit peu aussi. Là, on revient un peu aussi aux travaux de régression qu'on a fait pour mettre en relation différentes axes de réponses. Quand on parle de financement des labos et quand on parle de financement par projet. Donc, quand un chercheur ou une chercheuse a fait l'effort de trouver des crédits, les sentiments de propriété des données est un peu différent. Prochaine diapositive. Et là, l'autre question un peu clou sur laquelle on avait beaucoup de curiosité, si vous quittez votre unité, emporteriez-vous vos données avec vous? Et là, on voit bien 60% répond oui. Alors, c'est une fourchette qui varie selon les disciplines. Pour physique, chimie et LSHS, qui pour certaines choses vont un peu ensemble, on arrive jusqu'à 77%. Et ça se réduit à 53 pour la biologie. Mais en tout cas, on reste dans des nombres importants. Mais il faut aussi dire que ceux qui considèrent qu'ils vont amener les données avec eux acceptent aussi l'idée qu'il faut laisser une copie au laboratoire d'origine pour la plupart. Prochaine diapositive. Donc, on a commencé justement à faire un peu de croisement entre pratique de gestion des données et discipline, mais aussi exploitation économique, comme disait Philippe. On voit que effectivement les pratiques de gestion et collection des données obéissent à des déterminants disciplinaires avec des différences un peu importantes entre biologie et les autres disciplines en particulier. Mais c'est aussi la prévision d'une exploitation économique qui influence les pratiques. Donc, on a posé la question, est-ce que vous avez mis en place des engagements et moyens techniques garantissant la traçabilité et la préservation des données, donc des systèmes de non-altération des données, des confidentialités, des standardisations, mais aussi l'utilisation des cahiers de laboratoire. Donc, tout ça change un petit peu lorsque les données sont prévues pour une exploitation économique. C'est ce que vous voyez dans la deuxième barre de graphique. Mais néanmoins, la réponse orange, qui est la réponse non à cette question, elle reste quand même importante, la proportion des réponses non. Donc, ces pratiques restent marginales. Prochaine diapositive. Voilà, donc on vient à la connaissance des règles. On avait posé quelques questions sur, par exemple, la connaissance, l'attention aux licences, par exemple, des logiciels d'analyse et leur implication. Et il semble qu'il y a une bonne conscience du fait que, par exemple, certaines licences permettent ou ne permettent pas d'exploitation commerciale. Et de même manière, aussi, 58% des répondants déclarent a pris conscience des règles contractuelles, surtout quand il y a un contrat des copropriétés des données, donc des clauses de propriété. Mais, comme on l'a vu, de l'autre côté, la connaissance des règles légales reste un peu vague, surtout sur la question qui concerne la diffusion des données. Donc, prochaine. On en vient donc à la question qui est un peu celle qui est au cœur de la politique de la science ouverte. Les données de votre dernière recherche seront-elles diffusées hors publication scientifique? Et là, on voit des réponses assez diversifiées. Donc, un certain nombre dit oui, mais on voit quand même que ces recherches sont menées sans qu'au préalable la diffusion des données hors publication soit prévue tout de suite. Plus précisément, sur la chronologie des diffusions, les chercheurs déclarent majoritairement qu'ils diffuseront les données d'abord à destination des chercheurs des partenaires et seulement ensuite du public. Donc, je pense que je suis arrivée à la fin, n'est-ce pas?
Et je ne sais pas si, voilà, si vous voulez ajouter quelque chose. Merci, ou Francesca. Sinon, je redonne la parole à Agnès. Merci beaucoup pour cette présentation très claire également. Et personnellement, je ne me lasse pas d'entendre l'accent italien, qui plus est, dans cette présentation des résultats de l'enquête en particulier. Quelques mots en effet de conclusion et de mise en perspective. Et ça rejoint l'intitulé qui avait été donné et que nous avons choisi de donner à cet article, à l'article qui est paru, j'en reparlerai tout à l'heure, à l'article qui est paru, qui a été publié pour présenter ces résultats. L'article « Pratique de gestion des données de la recherche, 2 points, une nécessaire acculturation des chercheurs aux enjeux de la science ouverte, point d'interrogation ». La question qui se posait en effet, eh bien, c'était celle de l'acculturation à la norme juridique ou à la norme légale. Pourquoi ? Parce que, en réalité, eh bien, à travers nos questionnements et à travers les questions qui étaient posées aux répondants, aux chercheurs, aux ingénieurs, il y avait évidemment cette volonté de comprendre, comme je le disais en introduction, de comprendre si les chercheurs avaient une réflexion vis-à-vis de la manière dont ils géraient leurs données. Et nous avons fait le constat que eh bien, la stratégie de gestion des données reste le plus souvent impensée. Alors évidemment, il faut replacer cette enquête dans l'époque où elle a été faite, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait au regard de la politique publique de sciences ouvertes, il s'avère en fait que ça peut paraître un peu lointain. Les choses ont progressé dans le sens d'une acculturation, justement, mais au moment de la réalisation de l'enquête, c'est-à-dire en juin 2018, eh bien, la stratégie de gestion des données reste le plus souvent impensée, donc parce que les données n'ont pas vocation à faire l'objet d'une valorisation économique. Lorsqu'elles ont vocation à faire l'objet d'une valorisation économique, les choses sont davantage pensées, parce que tout simplement, il existe, et ça c'est le constat que l'on peut faire, il existe en effet il existe un contrat, c'est-à-dire un encadrement contractuel qui oblige à penser finalement la gestion des données en relation avec le partenaire privé. Et ce qui est intéressant d'en déduire en fait sur le plan juridique et d'une manière générale, et au plan, j'allais dire presque théorique, mais aussi pratique, c'est que finalement, on s'aperçoit dans les pratiques des chercheurs que lorsqu'il y a une valorisation économique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un enjeu économique dans la gestion des données, dans l'exploitation des données, alors on se mobilise pour organiser leur gestion. Et il est intéressant de voir que, en fait, eh bien, on pourrait aussi, et je pense que c'est l'un des enjeux de la science ouverte et qui me paraît être un enjeu fondamental et très intéressant, l'enjeu serait le suivant, c'est de dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on organiserait la gestion des données uniquement quand elles ont une valeur ou quand on estime qu'elles ont une valeur économique et qu'il y a un partenaire privé qui légitimement exige une gestion rationnelle des données? Pourquoi est-ce que finalement, quand il s'agit de les verser dans le domaine public ou d'en faire une chose publique, pourquoi est-ce que cette chose n'est pas pensée? Et ça me paraît être un élément important, mais au-delà de l'enquête, qui ouvre des perspectives, je trouve, sur la manière dont on pourrait finalement organiser notre domaine public. Le domaine public scientifique, qui est l'objet de la plateforme Common Data. Cela dit, ce qu'on peut dire aussi dans cette mise en perspective, c'est que le fait de ne pas penser le domaine public, le fait de ne pas penser la manière dont on peut mettre à disposition les données, ce n'est pas du tout une spécificité de la recherche scientifique. Il se trouve que si on regarde un petit peu comment est structuré le Code civil, eh bien, on voit bien que nos sociétés se sont véritablement concentrées sur l'organisation de la propriété, que celle-ci soit privée ou publique d'ailleurs, puisqu'il existe aussi un code de la propriété des personnes publiques, mais que l'usage des choses non appropriables, ce qu'on appelle en droit les choses communes, eh bien, n'ont pas fait l'objet de beaucoup de dispositions. Elles n'ont pas focalisé l'attention de notre législateur, qui est le législateur, faut-il le rappeler, de 1804. Et on trouve un seul article sur la question dans le Code civil, qui est l'article 714, et qui dit juste que les choses communes eh bien, n'appartiennent à personne et leur usage est commun à tous. Il y a donc dans notre droit
droit, il me semble, une béance qui est révélée à travers la gestion, les pratiques de gestion des données scientifiques, mais une béance qui est celle, à mon avis, du domaine, ce qu'on pourrait appeler le domaine public informationnel. Par ailleurs, les réponses montrent justement à propos de ce domaine public, et c'est pour ça que quelques questions dans le cadre d'un quiz étaient posées à propos de la notion de domaine public elle-même. Les réponses montrent que la catégorie de domaine public est souvent confondue avec celle de propriété publique. Et en réalité, alors il ne s'agit pas ici de jeter l'opprobre sur les chercheurs, les ingénieurs, les notions de domaine public ou de propriété publique sont des notions éminemment complexes et qui font l'objet évidemment de discussions aussi et de controverses même chez les juristes. Donc ce sont des notions difficiles, mais ce sont des notions qu'il me semblait intéressant, qu'il nous a semblé intéressant de confronter vraiment à l'opinion ou à le sentiment ou l'opinion que pouvaient avoir les chercheurs au regard de ces expressions-là en particulier. Voilà. Donc une confusion, mais une confusion, encore une fois, qui n'est pas du tout à mettre qui n'est pas à reprocher aux chercheurs, hein, pas du tout, mais c'était intéressant de voir si propriété publique, domaine public, bien commun, chose commune, tout ça, c'était des notions qui pouvaient signifier des choses différentes, ou au contraire, s'il s'agissait plus ou moins de la même chose, on s'aperçoit qu'une certaine confusion donc règne dans ce domaine. Et enfin, la dernière question, ou le dernier point de conclusion, si je puis dire, c'est que les chercheurs, alors même que les pratiques ne sont pas nécessairement organisées pour gérer les données de la recherche, il se trouve que malgré cette absence de réflexivité par rapport aux pratiques de gestion, eh bien, à l'inverse, et j'allais dire peut-être de manière inversement proportionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, le sentiment de propriété à l'égard des données est très, très affirmé. Et ce sentiment de propriété à l'égard des données, il est, je trouve, très révélateur de la relation entretenue par les chercheurs avec les données et finalement assez symbolique. Alors même que cette propriété des données ou ce sentiment de propriété des données ne correspond à l'analyse juridique qu'on peut en faire, ne correspond évidemment à aucune réalité juridique et institutionnelle, tant les données, en réalité, sont souvent, si on en fait l'analyse au cas par cas ou dans certaines situations, on s'aperçoit que la question de la notion de propriété des données pour le chercheur n'a pas de sens véritablement, puisque les données sont la plupart du temps considérées, qualifiées de choses non appropriables, et quand elles le sont, en général, c'est plutôt la propriété des établissements avec le droit sui generis sur les bases de données. Donc c'est intéressant de voir que ce sentiment, il est très développé, alors même qu'il se trouve être en contradiction avec les réalités juridiques et institutionnelles. Par ailleurs, et j'en terminerai par là, il semblerait que, à travers cette enquête, que le droit est cantonné aux juristes. C'est-à-dire que les chercheurs, alors même que la question de la science ouverte et de la gestion en général des données est une affaire politique, publique et presque éthique, pourrait-on dire, on s'aperçoit que finalement, les chercheurs estiment la plupart du temps qu'il ne s'agit pas d'une question qu'ils doivent prendre en charge. Il s'agit d'une question qui doit être traitée a priori par des juristes. Et on a trouvé parmi les répondants des observations qui disaient « mais de toute façon, moi, ce n'est pas à moi de gérer ça, c'est aux juristes, et je n'ai pas à savoir ce que les données, ce que doivent être, comment doivent être gérées les données, ou quelles sont les règles qui s'y appliquent, et le sort qu'il faut leur réserver, du coup. » Et je trouve que cet élément-là de l'enquête est intéressant également, parce que, elle montre en tout cas que si l'on devait développer des bonnes pratiques, des pratiques de science ouverte en l'occurrence, cela supposerait évidemment, et je pense que le ministère de l'Enseignement et de la Recherche en a parfaitement conscience, notre ministre en particulier, et tous les gens qui collaborent avec elle ont parfaitement conscience que, si on devait et si on doit développer des bonnes pratiques, notamment par le fait de remplir des plans de gestion de données, par exemple, ça suppose
véritablement que les chercheurs ou ingénieurs, et peut-être d'ailleurs plutôt les ingénieurs, aient une connaissance minimale des règles qui s'appliquent aux données, qu'il s'agisse des règles relatives aux données personnelles, à la protection des données personnelles, ou qu'il s'agisse des règles relatives aux droits des bases de données, donc aux droits de la propriété intellectuelle, ou des règles qui s'appliquent en matière d'open access, ou des règles qui s'appliquent en matière d'open science, c'est-à-dire les règles qui sont issues cette fois du code de la recherche. Voilà, donc c'est une question, la question de science ouverte et la question généralement de la pratique des gestions de données scientifiques est une question qui véritablement nous met nous chercheurs, hein, dans une situation particulière et peut-être inédite dans la mesure où nous devons en fait aujourd'hui savoir un petit peu quel est le sort que nous devons réserver à nos données, alors même que nous ne sommes pas toujours qualifiés pour ce faire. Voilà, je termine en disant que eh bien, cette acculturation, hein, peut-être nécessaire des chercheurs ou des ingénieurs mérite que l'on déploie des formations peut-être pour ça, et puis mérite également peut-être que l'on remette en cause à certains égards la politique éditoriale, scientifique, ainsi que peut-être les modes d'évaluation des chercheurs si l'on souhaite qu'ils développent des compétences à ce sujet. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et je cède la parole comme prévu, peut-être avec un peu de retard, je prie de m'en excuser, mais je cède la parole immédiatement à nos discutantes, donc Madame Svembro et puis Madame Caillou. J'espère que la connexion est bonne pour vous. Oui, alors je souhaitais rebondir sur une remarque dans la conclusion d'Agnès Robin concernant le sentiment de propriété à l'égard des données et par rapport justement au fait que ce sentiment de propriété des données qui place un certain nombre de chercheurs un peu en porte-à-faux par rapport à la réalité, est-ce que ce sentiment de propriété des données, il n'est pas de plus en plus fort au fur et à mesure que les données brutes, elles sont traitées, elles sont analysées, Ah oui. elles sont injectées dans un dispositif de modélisation, c'est-à-dire au fur et à mesure que les chercheurs, la distinction pour les chercheurs devient de plus en plus floue, de moins en moins évidente, peut-être entre les données brutes et leur modélisation. Alors en fait, l'enquête ne permet pas de l'affirmer de manière certaine. Et la question me semble effectivement très intéressante. Elle ne permet pas de l'affirmer de manière certaine parce que ça ne fait pas partie des choses que nous avons cherché à documenter, mais il est certain que plus les données ont coûté d'énergie, de temps, voire même de financement pour être soit collectées, soit être travaillées, plus évidemment les chercheurs en conçoivent un sentiment qui est un sentiment de propriété. Attention, quand je dis sentiment, quand nous avons choisi ce terme, cette expression que nous avons discutée d'ailleurs entre nous, quand nous avons choisi cette expression sentiment de propriété, il ne s'agit pas évidemment de parler ici ou d'évoquer la question de la propriété au sens juridique du terme. C'est plutôt quelque chose de symbolique, mais on sait à quel point le symbole peut être important et fort, bien sûr. Et donc, il ne s'agit pas de dire que ça ne correspond pas à une réalité. La réalité auquel nous l'avons confrontée, c'est la réalité juridique et institutionnelle. Mais le sentiment de propriété tel qu'il est développé par les chercheurs est une réalité en tant que telle. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de montrer. Ce n'est pas le fait que, encore une fois, ce soit en contradiction avec les règles légales ou institutionnelles. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister, hein, c'est que, bien sûr, on peut supposer que plus les données sont travaillées,
plus elles ont demandé du temps, de l'argent, de l'énergie, et plus les chercheurs vont développer à leur égard un sentiment de propriété, parce que, comme tous les objets de propriété intellectuelle, eh bien, en général, le sentiment de propriété naît de ce qu'il y a quelque chose de créé par la personne. Et la création est souvent à l'origine d'un sentiment de propriété qu'on appelle, selon les cas, le brevet, le droit d'auteur, le droit des bases de données, etc. Donc le travail qui est réalisé, en effet, à mon sens, est un indice, bien sûr, de ce sentiment ou d'accroissement de ce sentiment de propriété. Mais encore une fois, pour moi, la question, en tout cas, n'est pas véritablement de savoir si on est en contradiction avec les règles. La question qui m'intéresse, qui nous a intéressés véritablement, c'est de comprendre cette relation. Et c'est en comprenant cette relation qu'on peut ensuite avancer sur des objectifs éventuellement de sciences ouvertes. Voilà. Je vous écoute. Ouais. Oui, alors, mais en fait, votre intervention m'a beaucoup intéressée, mais déjà la publication m'avait alertée, puisqu'on est en train de monter un service de soutien à la recherche, donc avec ma supérieure, Madame Swimbro. Et donc, on a noté vos conclusions qui ne faisaient en fait que confirmer, en tout cas, mes premières impressions. Je ne sais pas pour Anna, elle est plus en contact avec les chercheurs que moi, mais c'est vrai que j'ai eu des retours dans le cadre de ma veille documentaire, où je voyais beaucoup de chercheurs parler justement de tâches administratives, qui voulaient s'en délester auprès de personnel administratif, voire de personnel de SCD. Et donc, voilà, j'ai eu cette confirmation en lisant votre article. Et d'autre part, nous faisons aussi des manifestations pour nous faire connaître auprès des chercheurs, alors avec Halloween, Carnaval, etc. Toujours le jeu de mots sur Hall, donc archives ouvertes. Et à cette occasion, donc j'avais pu noter quand même des remarques de chercheurs, notamment sur des manques d'organisation dans les laboratoires. Par exemple, donc, il n'y avait personne qui était désigné pour gérer les données, ce que je trouvais ça très, très, très étonnant, tout en sachant que HAL montait en puissance et que ça allait être un point important pour la fabrication du DMP. Donc pareil, le DMP, le Data Management Plan ou le plan de gestion des données était inconnu. Donc je trouvais qu'on était vraiment, qu'il fallait partir de base en fait, vraiment des bases. Et ma question était de savoir ce qu'il serait possible, puisque j'ai vu que vous aviez envoyé donc un quiz qu'il ne s'agissait pas forcément d'évaluer donc les connaissances en archives ouvertes des chercheurs, mais d'observer leurs pratiques courantes en répondant à des quiz, si on pouvait récupérer le questionnaire, donc ce petit jeu, ce petit quiz, qui était mis à disposition aux différents chercheurs et que vous avez ensuite dépouillé, ou éventuellement le mettre sur Zenodo pour être vraiment complet et mis à disposition. Oui, bien sûr. Alors, je me permets de reprendre la parole simplement pour dire que je bats ma coulpe ici parce que je devais mettre toutes les données en accès ouvert, notamment pour aujourd'hui ou plus tard, et que je n'ai malheureusement pas pu encore le faire, mais que toutes les données de l'enquête seront accessibles à partir de notre site Common Data, qui normalement devrait s'afficher sur votre écran, puisque j'avais réindiqué tout ça. Donc, je vous prie de m'excuser pour cette... Mais je vous le communiquerai, je vous communiquerai tout ceci très rapidement. Vous aurez tout, hein, le questionnaire, les données. Par ailleurs, je souhaitais répondre à votre première observation que vous faisiez à propos de l'absence d'organisation l'absence d'organisation autour de la gestion des données dans les laboratoires que vous aviez comme ça constaté de votre expérience.
Il s'agit simplement de préciser une chose et que j'avais remarqué dans ma conclusion également, c'est que, et bien sûr, les enjeux de la science ouverte, il me semble, eh bien, posent des questions qui sont des questions sociétales, juridiques et éthiques, on l'a déjà dit, bien sûr, mais sociétales et sociales même. C'est-à-dire que, en fait, la mise en œuvre de cette politique science ouverte, qui me paraît essentielle, fondamentale et importante, hein, c'est une politique néanmoins qui ne peut pas être pensée sans que soit pensée l'organisation sociale. C'est-à-dire qu'il y a lieu de réfléchir à la manière dont les personnes vont pouvoir se saisir de toutes ces tâches nouvelles. Et il me semble, quant à moi, et je le vérifie à travers la formation que j'ai créée, qui est le DU Scientific Management, qui a démarré cette année, hein, qui est tout récent, qui a démarré en septembre, je m'aperçois en effet que les personnes qu'une nouvelle fonction, qui sera certainement dévolue, mais ça c'est moi qui le présente comme ça, ça reste à vérifier, mais qui sera dévolue aux ingénieurs certainement, ça veut dire que les ingénieurs auront et doivent avoir les capacités, à mon avis, ils les auront sans problème, à condition d'être formés et à condition d'être reconnus dans leur carrière pour ça aussi. Donc il y a ici un enjeu social de réorganisation du travail dans les laboratoires éventuellement pour faire la place que mérite cette politique, mais j'allais dire en termes sociaux. Voilà. Et en termes politiques, c'est aussi très important puisque je vois à Limoges, nous avons des difficultés, nous, à nous faire vraiment bien connaître, puisqu'il n'y a pas de charte sur la science ouverte. Les instances décisionnelles au niveau de l'université n'en font pas forcément une priorité. On est vraiment un petit service et donc chaque fois que ma chef va frapper à droite à gauche, elle a beaucoup de mal à se faire reconnaître, ne serait-ce déjà que se faire reconnaître par rapport au travail que nous faisons, alors que les chercheurs avancés savent très bien la position du ministère par rapport aux archives ouvertes. Absolument, mais je pense que cette question-là, et évidemment si mes collègues souhaitent intervenir, qu'ils me le fassent savoir. Il y a une forte réticence. Il y a une forte réticence, mais la question n'est pas la question... Une menace, oui, oui, mais la question de la réticence... la réaction de réticence que vous appelez être une réaction de réticence et que j'entends bien, à mon avis, n'est pas, comment dire, est tout à fait logique. Elle est complètement logique pour plusieurs raisons. D'abord parce que les objectifs poursuivis par la science ouverte, qui sont les objectifs principalement de réutilisation des données, ne sont pas nécessairement toujours très légitimes dans certains domaines scientifiques. Bon. Ça, c'est une chose dont on pourra éventuellement discuter par la suite. Donc il y a des chercheurs, effectivement, qui estiment que la réutilisation de leurs données n'aurait pas d'intérêt, mais y compris, je dirais, d'intérêt sur le plan scientifique. Et parfois, ils le pensent, et de façon légitime. J'insiste là-dessus. La deuxième raison qui fait que, eh bien, il y a une réticence, c'est que, bien sûr, les chercheurs ne sont pas encore dotés de personnes qui permettent, de personnel qui formés du coup, qui leur permettent de pourvoir à cette nouvelle exigence ou à ces nouvelles exigences, parce qu'en fait il y en a plusieurs et elles sont fortes ces exigences. Quand il s'agit de remplir un dossier, un data management plan, un plan de gestion de données, ça n'est pas rien. Moi, j'ai regardé et je serais parfois même moi-même en tant que juriste incapable de dire si les jeux de données dont il s'agit appartiennent à telle catégorie de données ou à telle autre. C'est une réflexion qu'il faut avoir qui est une réflexion très pointue. Et ça n'est pas quelque chose qu'on peut reprocher aux chercheurs puisque les chercheurs n'ont pas vocation à qualifier les jeux de données qu'ils manipulent. C'est normal. Ça n'est pas leur domaine. Et donc, on ne peut pas leur reprocher 2 ans après l'annonce du plan national de sciences ouvertes, on ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir encore ou d'être un peu réticents. Forcément, ce que montre l'enquête, c'est qu'ils sont confrontés à une part d'incompétence. Et je ne dis pas incompétence au sens péjoratif du terme. C'est simplement que ça n'est pas leur métier.
Et donc ici, il y a véritablement quelque chose à faire, et je pense que si on a cette ambition de science ouverte, il faut véritablement eh bien, prendre à bras-le-corps cette question du point de vue juridique, du point de vue institutionnel et du point de vue social et économique surtout. Et ça, je trouve qu'il faut rendre justice aux chercheurs, qu'il faut que ce soit adapté à leur pratique. Les chercheurs font déjà beaucoup de choses sur le plan administratif qui aujourd'hui, normalement, ne devraient pas relever de leur fonction. De leur fonction, oui, d'accord. Hein, ça, c'est très important. Voilà. Oui, mais d'autre part, mais vous en avez déjà parlé, donc ça va être un bis repetita. C'est vrai que j'ai noté le paragraphe 56 qui était très intéressant sur la notion de béance conceptuelle du domaine public, parce que là, on est vraiment au cœur de la notion de science ouverte. Donc, mais vous l'avez dit, on va vers le domaine public scientifique. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas on ne peut pas former les chercheurs pour être des juristes, hein, chacun son domaine, mais leur permettre effectivement d'avoir un minimum de compétences, ou du moins des personnes formées pour les aider, en tout cas pour être à leur côté et pour leur montrer le chemin du côté, en tout cas, du domaine public scientifique. De ce que vous appelez les choses communes. Absolument, absolument. Il y a une nécessité, à mon avis, mais ça n'est que mon opinion par contre, mais il y a une nécessité aujourd'hui, je trouve, en droit en général d'ailleurs, hein, ça ne concerne pas que le domaine scientifique, mais une réflexion très intéressante à avoir pour structurer le domaine public. Voilà. Mais ça relève vraiment, je trouve, à la fois de la théorie et de la pratique du droit, au-delà même des données de la recherche. Mais c'est une question très intéressante. Oui. C'est vrai que nous, on n'est pas des juristes, mais c'est vrai que tous les jours, on est confronté, par exemple, un exemple très concret, donc lors d'une réunion que nous avions vue dernièrement, donc peut-être la future présidente de notre université, à qui donc Anna présentait les archives ouvertes, lui a dit que dans leur laboratoire, donc ils avaient réfléchi à la pratique et qu'elle était réticente au dépôt parce que elle avait peur qu'il y ait du plagiat sur son travail. Et oui. Donc voilà, ça c'est des réflexions typiques que l'on retrouve très régulièrement et pourtant c'est quelqu'un qui est bon au point de la recherche, qui connaît mais qui ne s'intéresse pas à et aux archives ouvertes et qui pensait qu'il y avait un problème par rapport à ça. Bien sûr. Et donc effectivement Anna lui a expliqué que à partir du moment où on fait un dépôt en archives ouvertes, c'est déjà une reconnaissance et une sécurité, une sécurisation des données. Alors après, ça peut être effectivement un jeu de data, mais ça peut être aussi une publication scientifique pure autre. Mais voilà, donc on part en fait, nous quand on arrive sur le terrain, c'est vrai qu'en tant que bibliothécaire, en tant que personnel SCD ou même autre, hein, on a l'impression qu'on part de bas et qu'il va falloir qu'on monte petit à petit et qu'il va falloir effectivement. Mais c'est pas, à mon avis, pardon, je vous interromps un tout petit peu, mais c'est pas partir de bas, c'est partir d'un état qui est le suivant, c'est que non mais en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que la loi telle qu'elle est formulée dans le Code de la recherche, et depuis tout récemment, puisque la loi date de 2016, oui, 2016 la loi précise bien, et ça je trouve que c'est important de le rappeler, la loi précise que la décision de publier les données appartient aux chercheurs. Oui, tout à fait. C'est très important quand même. Bah, c'est lui le propriétaire des données de toute façon. Non, il n'est pas propriétaire, mais c'est lui qui décide de diffuser, c'est lui qui décide en fait du moment où les données méritent d'être publiées. Ce n'est pas la même chose. Ah oui, d'accord. Hein, voilà, je tenais juste à préciser ce point qui est un point tout à fait objectif puisqu'il s'agit de la manière dont la loi est rédigée. Hein, c'est l'article 533-4 du Code de la recherche. Voilà. Alors peut-être qu'il est temps de passer la parole au public et je remercie infiniment Julien Marie d'assurer cette modération et je lui cède immédiatement la parole. Vous avez normalement également sur l'écran affiché les références de l'article que vous pouvez trouver en édition ouverte sur Open Edition, donc par le lien qui est ainsi indiqué. Voilà, je vous remercie. Donc oui, on a quand même eu quelques questions de la part donc, du public du webinaire. Je vais peut-être commencer par d'abord quelques petites questions de compréhension. D'abord, bon, il y en a un certain nombre
Tu y as déjà répondu sur la question notamment du droit de propriété sur les données. Mais il y avait une question de compréhension notamment sur qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un commun. Dans un premier temps. Vaste question, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un commun? La question est délicate parce qu'elle ne renvoie pas à une catégorie juridique prédéterminée. Catégorie juridique ou catégorie légale de biens, sauf à dire que les communs peuvent être qualifiés en droit de choses communes, au sens de l'article 714 du Code civil, c'est-à-dire de l'article que je rappelais tout à l'heure. Savoir que les communs ou les choses communes, si on les qualifie de choses communes en tout cas, eh bien, sont des choses dont on détermine le régime juridique dans la loi en fait, et on dit, dans le Code civil, et on dit, ce sont des choses qui n'appartiennent à personne, premier élément de définition, et deuxième élément de définition, dont l'usage est commun à tous. Et l'article 714, qu'on dit souvent moins, qu'on rappelle moins, c'est que l'article 714 comporte un alinéa 2 qui dit « et ce sont des lois et des règlements, souvent des règlements d'usage, en fait, qui viennent en régler l'usage, justement. Des lois de police ou des règlements d'usage qui permettent, sur des biens fonciers en particulier, qui permettent de réguler un usage collectif sur un bien qu'on pourrait qualifier de chose commune. » Voilà la définition qu'on peut proposer aujourd'hui du commun au plan juridique. Mais évidemment, cette définition est tout à fait limitée, puisqu'on sait que la théorie des communs est une théorie qui a été développée non pas par des juristes, mais par des économistes, et qui font de cette notion une notion aujourd'hui centrale, notamment dans l'administration et l'usage des choses, des ressources naturelles, mais aussi des ressources numériques qui peuvent être, dont on pourrait estimer qu'elles appartiennent au domaine public, et donc faire l'objet d'un usage commun et collectif. On a une autre question de manière finalement très pratico-pratique sur la manière d'acculturer, sur le comment. Le comment acculturer les chercheurs et surtout les ingénieurs aux grandes notions juridiques. Moi, j'agenderais la question aussi peut-être, faut-il d'ailleurs acculturer les chercheurs à ça? Et n'est-ce pas finalement justement le créneau aussi de certains services d'appui à la recherche ou d'unités comme les MSH d'ailleurs par ailleurs, voilà, de manière très pratico-pratique, avec donc un internaute notamment qui demandait, et là je connais déjà un peu la réponse, s'il existe des guides de bonne pratique ou des webinaires en la matière, et est-ce qu'il faut passer finalement par là? Alors, oui, en effet, la question est sensible. Le comment, la question du comment. Il y a peut-être, à mon avis, il n'y a pas lieu de transformer d'un côté les chercheurs en juristes. De l'autre côté, on ne peut pas non plus recruter des juristes dans chaque laboratoire. Enfin, ça me semble en tout cas être une solution un peu délicate. Donc, peut-être y a-t-il un juste milieu à trouver et faire en sorte que eh bien, les chercheurs, les ingénieurs fassent un pas de leur côté, et puis que les services peut-être fassent un pas aussi vers eux de l'autre côté. Il y a certainement, à mon avis quand même, à former, à mon avis, les ingénieurs, essentiellement, ingénieurs de recherche en particulier, ingénieurs d'études aussi, pourquoi pas, là je ne veux pas me prononcer sur la question des statuts parce que ça n'est pas du tout mon rôle, mais il y a certainement à former, comme je le disais tout à l'heure, des personnes quand même pour, alors que ce soit des chercheurs ou des ingénieurs, ça c'est pas à moi de trancher cette question-là, mais il s'agit quand même de former des personnes à certaines notions qui sont des notions juridiques et des grandes notions, des notions juridiques, ce que nous faisons donc à travers notre formation Scientific Data Management. Donc sur le faut-il, je pense que oui, il faut un petit peu quand même qu'aujourd'hui on sache remplir un plan de gestion de données, puisque c'est ce qu'on nous demande de faire pour tout projet financé sur la base de fonds publics. Et l'autre question qui était relative aux bonnes pratiques ou aux guides de bonnes pratiques, il en existe déjà, hein, donc il y en a un qui est très bien, qui a été produit en collaboration avec l'INRA en collaboration avec le CIRAD
et peut-être, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être le CNRS, en tout cas un guide qu'on trouve sur Internet très facilement, et qui est un guide en fait qui recense toutes les règles de façon très pratique, toutes les règles qui s'appliquent aux données de la recherche, où l'on voit bien qu'il y a les règles de droit de la propriété intellectuelle, les règles d'open science, etc. etc. Et on s'aperçoit toutefois, et c'est là la réserve que j'émets en général effectivement à l'égard des guides de bonne pratique, c'est que ça suppose que les personnes les lisent. Et je trouve que lire du droit, c'est pas très très agréable. Et qui plus est, je pense, mais là je défends un peu mon rôle d'enseignant-chercheur, je pense que c'est un discours, c'est un propos, le propos juridique, qui mérite d'être enseigné, qui mérite d'être explicité. Parce que le droit n'est pas une réglementation, ce n'est pas que de la réglementation, c'est pas binaire. Il y a des réflexions à avoir. Il s'agit, le droit c'est l'art de la mesure, hein, c'est l'art de la raison. Il s'agit de raisonner en fait. Et ça, raisonner, on ne peut pas l'apprendre juste avec un guide de bonne pratique, il me semble en tout cas. Est-ce que finalement ces changements de pratique, cette acculturation qui reste à produire envers les chercheurs et les profils ingénieurs, est-ce que derrière tout ça, et finalement, est-ce qu'il se profile de, je cite la question, de nouveaux métiers, au sens où est-ce que la grille de métiers, notamment la grille des métiers d'ingénieur telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, est-ce qu'elle est finalement adaptée à cette question des données? Voilà. Les choses ont déjà évolué en ce sens au niveau du gouvernement. On est bien conscient, enfin je pense que tout le monde est conscient de la nécessité de former des gens qu'on appellera des data chief officers ou des ingénieurs de gestion de données en français ou autrement. Mais en tout cas, oui, un métier qui soit concentré sur la gestion des données de la recherche, pas seulement de la gestion au sens juridique ou économique du terme, mais d'une manière générale sur l'appréhension qu'on peut avoir d'un jeu ou des jeux de données au sein d'un laboratoire, par exemple, il me semble. Moi, j'avais une question, du coup, là, en attendant, une question qui est un peu jaillie d'ailleurs dans les commentaires, et surtout dans la présentation, mais sur laquelle j'aurais aimé aller un peu plus loin, c'est celle sur les modes d'appréhension et les usages différenciés selon les disciplines, du coup, en matière de données de la recherche. Est-ce que le corpus d'enquête, est-ce qu'il permet justement de développer quelques conclusions justement sur ces usages différenciés selon les disciplines? Et il y a quelque chose qui m'a marqué là dans la présentation, c'est la catégorie de lettres, langues, sciences humaines et sociales, présentée comme une catégorie finalement un peu homogène. Est-ce que finalement derrière, il n'y a pas, est-ce que la catégorie n'est pas finalement trop large? Est-ce qu'il n'y a pas des sous-catégories, Et notamment, on l'a vu sur la question de la propriété. On sentait que les SHS se sentaient plus propriétaires de leurs données que d'autres. Est-ce que c'est pas parce que justement elles n'ont pas cette dimension cumulative, parce qu'elles ont un rapport aussi particulier à l'enquêté, dans une relation de confiance aussi de 1 à 1 entre l'enquêteur et l'enquêté, etc. Voilà. En fait, l'enquête que nous avons menée, qui reste une enquête exploratoire, à mon avis, ne permet pas de répondre de manière fine à cette question. Malheureusement, il s'agit d'une observation que nous aurions bien aimé pouvoir faire, mais que nous n'avons pas pu faire compte tenu du taux de réponse au questionnaire. Sur 159 participants, enfin pas 159 participants, mais 159 personnes qui ont répondu de manière complète à l'ensemble du questionnaire, il y avait trop de disciplines représentées, et donc ça ne nous permettait pas de faire une analyse fine par discipline, et c'est pour ça que les catégories que nous avons présentées sont un peu grossières en effet. Donc moi je ne peux pas, en l'état de cette enquête-là, ce serait malhonnête de répondre qu'il y a des grandes tendances qui se dessinent en fonction des champs disciplinaires. Évidemment, alors je sais qu'il y a une enquête qui est menée au plan national par le COSO, le Comité Sciences Ouvertes, qui certainement permettra peut-être, je ne sais pas, de répondre à ces questions qui relèvent, qui permettraient peut-être d'identifier des déterminants causaux justement par discipline, voilà, aux réponses qui sont données. Une autre question qui nous vient d'un internaute qui du reste d'ailleurs soulignait dans un commentaire précédent
comme le terme de propriété était peut-être un peu source de confusion, il invitait peut-être à lui substituer le terme d'attachement, avec toutes les théories de l'attachement qui sont derrière. Mais au-delà, voilà, il pointait une petite question sur le nombre de personnes qui déclarent dans l'enquête que leurs données ne sont pas liées à une valorisation économique. Est-ce qu'on a, qui est finalement un nombre assez élevé, hein, vu les résultats de l'enquête, est-ce qu'on a des données finalement sur les autres formes de valorisation justement envisagées par les chercheurs, valorisation académique évidemment, mais aussi alors ce qu'il appelle du coup des valorisations présentes dans la recherche transdisciplinaire, notamment telles que les dimensions collectives ou pédagogiques. Ou j'imagine aussi, alors la question est posée plutôt par un autre internaute, des formes de valorisation aussi qui sont liées à des partenariats de recherche entre des académiques et des non-académiques dans un cadre associatif, par exemple, voilà, sur ce type de choses. Alors, les questions n'ont pas été posées dans ces termes-là dans le cadre du questionnaire de l'enquête, clairement. Et par ailleurs, ce que nous avons volontairement exclu, ce sont justement les modes de valorisation académique par la publication scientifique. Parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas de savoir si les chercheurs publiaient leurs données à l'occasion d'une publication scientifique, puisque nous savons qu'ils le font en général. Donc ça n'aurait pas été très innovant que de pouvoir dire que la valorisation non économique, c'est-à-dire la valorisation académique, eh bien, existait et permettait alors, en effet, parfois de diffuser des données lorsque les données et les jeux de données ne sont pas réservés par les éditeurs scientifiques. Donc, volontairement, nous avons exclu ces modes de valorisation non économiques ou académiques parce que, en effet, ça, c'est quelque chose qui existe déjà et qui, en plus, relève des missions des chercheurs, puisque c'est une mission qui est la mission de diffusion des connaissances scientifiques, qui est une mission qui est assignée aux chercheurs et à la recherche publique, en général, par la loi, c'est-à-dire par le Code de la recherche en particulier. Merci. Et là, on arrive doucement du coup, vers le terme du coup, de cette table ronde. Donc on va clore hein, pour ne pas trop empiéter sur votre soirée confinée. Donc j'espère que les problèmes techniques ne vous ont pas trop gêné dans le visionnage de cette table ronde, dans la participation, que l'exercice des questions à distance n'a pas été non plus trop frustrant pour vous. Donc je remercie encore très chaleureusement l'ensemble des intervenants, y compris ceux qui ne nous entendent plus. Et puis je remercie aussi évidemment l'équipe audiovisuelle de la MSH. Je précise que la présente séance, donc, elle a été captée. Elle sera remontée et accessible du coup sur le site MSH Sud TV. Et donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet Common Data de manière un peu plus générale, je vous renvoie à l'article dont il a été question. Et puis rendez-vous aussi sur le site internet donc, de la MSH Sud TV à la page Common Data. De la MSH Sud, pardon, à la page Common Data. Donc merci à vous pour votre participation et bonne soirée à tous.